Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Bonjour à tous, deuxième émission de Plein Lado après celle de la semaine dernière où nous avons traité le thème du Born to Do, qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Cette semaine, le thème principal de notre émission sera le thème de l'ado et l'argent. Comment faire avec l'argent, comment on se débrouille, est-ce que l'argent est principal? On va traiter tout ça, on a une petite heure pour essayer de traiter sur tous ces sujets et on ne pouvait pas éviter, si on parle d'argent, de parler à la spécialiste, celle qui fait actuellement un carton dans toutes les communautés, en France, en Israël aussi, qui est demandée par tout le monde, parce que tout le monde a des problèmes pour gérer son argent. Et c'est Valérie Alphon que vous connaissez tous, l'auteur de Slow Shopping Therapy. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Valérie, bonjour. Bonjour Bernard. Ça va bien? Très bien. Il y a de l'argent en banque? Non, surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que la richesse, c'est aussi intérieur. Hein. Ça, on va en parler d'ailleurs. Attention, elle va frapper fort. Il y a un aspect philosophique aujourd'hui qui, dès le départ, j'ai avec moi aussi, et c'est peut-être le truc le plus rafraîchissant de cette émission, 3 jeunes Olim, Arié, Elsa et Daniel. Et ces jeunes gens seront avec nous pendant toute l'émission pour faire des commentaires, pour surveiller aussi que Valérie ne raconte pas n'importe quoi, ce qui est toujours dangereux. Par contre, si vous voyez que moi, je raconte n'importe quoi, c'est pas la peine de m'interrompre. C'est toujours le cas en général, donc c'est pas grave. Arié, bonjour. Bonjour. Alors, depuis combien de temps en Israël? Ce sont de jeunes Olim Hadashim, attention. Ça fait 5 jours. Attention, des Olim tout frais, 5 jours en Israël. Arié, tu rentres en quelle classe? Je rentre en première S. Et dans quelle ville? À Holon. En fait, c'est à Mikveh Israël. C'est à Holon, dans un campus. Alors attention, il faut faire attention avec ce micro, on parle toujours dedans, hein. On ne tourne pas la tête. Moi, je suis un spécialiste pour décaler. Donc, Arié, donc bonjour. Je vais te redonner la parole, tu pourras t'exprimer. Et on va passer à Daniel. Daniel, bonjour. Bonjour. Alors Daniel était là cette année, il a fait pas mal de choses en Israël aussi. Comment ça se passe, Daniel? Eh ben, pour l'instant, ça se passe très bien. Alors Daniel, c'est l'intello, il a plein de trucs, il va nous raconter tout ça. Et ensuite Elsa, c'est comme ça, j'ai bien prononcé, c'est bon? Oui, c'est ça. Elsa, bonjour, qu'est-ce que tu vas faire cette année? Je rentre en seconde. Et dans quelle école, tu sais? Dans une école israélienne à Ranana. Ouais, génial. Génial. Eh bien, bienvenue à tous. Et tout de suite, après cette première présentation, je vais parler à mon invité principal, Valérie. Non pas que vous ne soyez pas principal, mais vu que vous êtes 3. Mon invité principal, Valérie. Valérie, on a quand même un peu de mal dans nos sociétés à aborder le problème de l'argent. Moi, j'ai rencontré énormément de familles. Tu sais que je m'occupe d'adolescents. Ils viennent chez moi. Et l'argent est toujours présent quelque part. Je me rappelle la semaine dernière, par exemple, on avait quelqu'un qui nous racontait que son enfant voulait faire du rap. Et en fait, ce qu'on ne nous disait pas, c'est que ça coûte très, très cher. Quand un enfant, par exemple, a un rêve, veut aller jusqu'au bout de son rêve, si on veut l'accompagner, si on veut le suivre, ça va coûter quand même très cher. Est-ce que tu rencontres cette espèce de pas de honte, mais de retenue quand on va parler de l'argent? Qu'est-ce qui gêne tellement autour de ce thème-là? Eh bien, c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'habitude ou l'envie de parler d'argent. Pourquoi? Parce que ça touche, c'est derrière l'argent, et il y a plein d'autres choses, puisque l'argent, c'est un moyen. Ce n'est qu'un moyen pour arriver à des buts. Alors déjà, c'est bien que tu rencontres des jeunes qui ont envie de faire quelque chose. Comme ce jeune qui voulait faire du rap. Bien sûr, ça a un coût, mais bon. Mais déjà, c'est super que quelqu'un ait envie de faire quelque chose. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est vrai qu'on n'ose pas trop parler d'argent parce que, c'est peut-être aussi culturel, parce que chez les Français, c'est un peu tabou. Aux États-Unis, c'est pas un problème. Parce qu'aux États-Unis, on rencontre quelqu'un, on lui dit mais combien tu gagnes? Oui, même faire de l'argent, c'est bien. Il n'y a pas de quoi en avoir honte. On ne va pas se cacher. On avoue son salaire. On s'en vante même quelque part. Oui, et on parle d'argent. Alors, je ne dis pas que c'est bien aussi, parce que les États-Unis, c'est un petit peu aussi un peu extrême. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Mais les francophones, c'est vrai que les Français sont un peu réticents à parler d'argent. D'accord? Parce que c'est un peu tabou, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, en tout cas, on ne va pas rentrer dans les questions culturelles ou historiques. Mais c'est vrai que c'est un petit peu... les gens ont un peu de mal à parler d'argent.
Alors moi j'étais en France dernièrement, je parlais à des étudiants et je me suis rendu compte que, par exemple, les histoires d'argent étaient devenues très centrales, beaucoup plus qu'à notre époque, il y a 30 ans, 35 ans. Ouh là là, ça fait loin. Mais en tout cas, je me rappelle que quand on allait, on parlait beaucoup de vocation, de vouloir faire quelque chose qui nous plaît. Et là, je rencontrais de plus en plus de gens. Disons, par exemple, si quelqu'un voulait faire l'ENA il y a 30 ans, aujourd'hui, il va te dire non, je veux faire une école de commerce parce que ça rapporte beaucoup plus. Moi, je veux faire de l'argent, une boîte de high-tech, un truc, quelque chose où je vais sortir avec, voire des millions. J'ai un objectif qui est très financier. Là, ce que tu as dit tout à l'heure sur c'est un moyen et pas un but, c'est plus toujours le cas obligatoirement. Oui, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, la société de consommation, elle est partout. Hein, et donc, cette idée de je vais faire du fric, etc., un peu comme aux États-Unis, hein, là, c'est vraiment très américain, on va faire du fric et tout. C'est vrai que c'est aujourd'hui beaucoup plus d'actualité que ça l'était quand nous, on était jeunes. Maintenant, je trouve que c'est pas une très bonne chose non plus, hein, parce que, bon, en effet, une vocation, c'est donner un sens, okay, à sa vie. Alors que quand on est là que pour le fric, et alors, quoi, je vais faire un truc que parce que je vais gagner du fric? Je trouve que c'est pas très... Alors, je vais passer la parole à Daniel, parce que je sais que Daniel veut faire une école de commerce. Daniel, toi, tu veux faire de l'argent ou tu veux faire quelque chose d'intéressant dans ta vie? Moi, je fais une école de commerce, en fait, à la base, parce que j'aimerais intégrer une ONG pour faire du développement local. Mais c'est pas du tout pour le salaire... Enfin, dans mon projet personnel, en tout cas, c'est pas du tout le cas. Ton projet personnel, c'est plus ONG, environnement, faire quelque chose d'utile dans ta vie, aider les autres? Moi, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est du développement local, parce que c'est quelque chose qui, je trouve, c'est important. Mais non, mais après, le salaire, c'est une autre préoccupation. D'accord. Elsa, en seconde, t'as déjà un plan de carrière? Tu vois déjà, tu sais ce que tu aimerais faire déjà? Moi, j'aimerais faire police scientifique. Police scientifique, ça gagne bien ou tu t'en fiches? Je sais pas. Ouais, Ça c'est bien. m'intéresse. Vous voyez que les gens ne sont pas aussi intéressés qu'on le pense. C'est super. Bon, il faut préciser aussi qu'on a affaire ici à 3 membres des EI. Et les EI, en France, c'est connu, les éclaireurs et tout. Le truc matériel, c'est pas toujours le truc principal. Il y a plein de valeurs dans ces mouvements de jeunesse, etc. Et pourquoi cette vocation-là? Ça m'intéresse. T'as envie de sais pas. pister des gros psychopathes Ouais, enfin, qui courent? Ah, c'est intéressant ça. Allez, à vous, attrapez un psychopathe. On va reparler avec toi tout de suite. Je veux juste poser la question à Harry. Harry, tu veux faire quoi, toi? Moi, je sais pas trop, j'ai pas trop d'idées tout de suite. T'as pas trop d'idées. Et ton rapport à l'argent par rapport aux études, tu veux choisir un truc où il y a Ouais. des débouchés Ouais, qui quand- ramènent à quelque chose de concret? Moi, je voulais, quand j'étais petit, surtout, je voulais toujours un métier qui rapporte beaucoup d'argent. Ah, quand bah, j'étais en petit, voilà un. Quand j'étais petit, je voulais être radiologue parce que c'était genre un des médecins qui gagnait plus d'argent. Ok, bien Et- renseigné. Ouais. Mais après, ouais, un truc qui gagne beaucoup d'argent, ça m'intéresse. Mais là, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec tout cet argent? Je sais pas, profiter de la vie, je sais pas. Enfin, Ok, alors on va reparler de tout ça. On va essayer de rentrer un peu dans la tête de nos ados parce que l'émission s'appelle Plein l'ado. C'est pas pour rien qu'on a appelé Valérie. Valérie n'a pas seulement plein de conseils à donner pratiques sur comment gérer son budget, quoi faire avec son argent, mais elle a derrière toute une philosophie de vie qu'on va voir très vite. Il y a un sujet qui revient très souvent et là, Valérie, tu vas peut-être pouvoir nous aider. C'est des questions, j'en ai reçu une hier. Alors, d'abord, quand on parle d'argent, ou même d'adolescents, très souvent, moi j'ai des questions de parents qui disent « Tu peux amener ma question, mais ne dis pas mon nom ». Comme si que le gosse allait les repérer et qu'il allait se passer quelque chose. Et la question principale qui revient chez les parents, c'est « Nos enfants sont en train de grandir, ils ont des besoins maintenant, ils ont besoin de gagner de l'argent, ils ont besoin de faire des choses, mais... » alors d'accord, à un certain âge, ils peuvent même aller travailler, commencer à faire rentrer leur propre argent, on va en parler. Mais ce problème-là d'argent de poche, par exemple, combien leur donner, quand leur donner, qu'est-ce qu'on rentre dans l'enveloppe de l'argent de poche? Est-ce qu'on met les habits dedans? Est-ce qu'on met les loisirs? Est-ce que c'est indépendamment des habits et des loisirs ou de l'atelier, du roux qu'ils pourraient faire? Toutes ces questions-là, il n'y a finalement pas tellement de réponses. Moi, je suis rentré un peu sur Internet, j'ai regardé un peu, et finalement, entre la France, Israël, il y a des différences, mais surtout des différences dans la question. C'est-à-dire, est-ce que si je me trompe, il va y avoir des conséquences terribles et j'ai pas envie de me gourer? Alors toi, tu abordes ça comment? Alors moi, je pense que tout ça, toutes ces questions, c'est d'abord, ça renvoie à nos valeurs.
C'est-à-dire que plutôt que de dire, oui, voilà, il faut donner tant, les gens aimeraient avoir un truc quantifiable. Hein, quand vous leur posez une question, alors combien je dois donner? Ouais, quoi, 50 €, 100 €, 10 € tous les mois. En fait, c'est peut-être pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est quand un enfant vous demande quelque chose, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce que ça doit me faire réfléchir par rapport à ce que je vais donner à mes enfants. Je donne un exemple. Un enfant vient vous demander une paire de chaussures de basket à 150 €, d'accord, 600 shekels. Et en fait, vous n'avez pas vraiment les moyens, puis vous ne voulez pas vraiment mettre cette somme pour une paire de baskets. Mais tout de suite, on a envie de dire oui ou non. Oui, pour être tranquille, ou non, parce qu'on a envie, ou non, parce que c'est trop cher. Mais avant de donner la réponse, il faut se dire que tout est une opportunité pour faire passer un message ou nos valeurs. On peut parler, quand on parle d'une paire de basket, on peut parler de la question de la manière dont les chaussures sont fabriquées, par exemple. Voilà, est-ce que, peut-être qu'elles ont été faites par des gamins de 10 ans. Est-ce qu'un ado moyen, un enfant, il a ça dans la tête obligatoirement? Il y a des parents qui ne s'y connaissent pas non plus, qui s'en fichent un peu. Mais si c'est important pour nous, ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'est le gosse, il veut absolument les baskets, je sais pas quoi, parce que c'est la grande mode. Et alors, l'aider à faire réfléchir sur est-ce que ça va te donner de la valeur? Est-ce qu'acheter une paire de baskets, ça va te rendre plus cool? Est-ce que tu vas être une personne qui a plus de valeur parce que maintenant tu as une paire de baskets, je sais pas quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire se demander pourquoi l'enfant, le jeune veut cette paire de baskets. En quoi ça le fait avancer dans la vie? Alors, Arié, pourquoi le jeune veut une paire de baskets comme ci ou comme ça? Je pense que les gens qui veulent des objets de mode, ou pas forcément des chaussures, mais c'est juste pour le fait de les avoir. Y a pas de... on se dit à ses copains, regardez, moi j'ai des Nike, super, c'est nouvelle et tout. C'est juste le fait de les avoir qui... Dire qu'on les a, c'est super. Elsa, tu penses pareil? Moi, c'est plus si je les aime bien ou si je suis bien dedans, quoi. Ok, c'est-à-dire, toi tu parles plus confort et Ouais, le look un ça. peu, c'est-à-dire il te plaise bien, c'est pas tellement la marque, à la limite tu trouves une marque inconnue mais qui te plaît bien, tu as envie de l'acheter. C'est ça. Et comment tu te la payes aujourd'hui? Est-ce que c'est encore tes parents et tu leur dis cette paire me plaît bien, ou il y a un système d'argent de poche qui est déjà instauré dans la maison? Chez nous, il n'y a pas d'argent de poche, on leur demande. À chaque fois il faut demander. On nous demande et on reçoit. Alors Valérie, est-ce que tu penses, toi, que c'est un bon système où on est obligé de demander chaque fois qu'on a besoin de l'argent, ou est-ce qu'il faudrait instaurer un truc au mois, à la semaine, pour donner, pour apprendre aussi l'autonomie, la gestion de l'argent par l'enfant? Sinon, après, en fait, quand tu essuies un refus, à un moment, tu sais pas trop comment te débrouiller avec ça, parce que j'ai demandé, et puis là, on m'a dit non. Et finalement, tu ne deviens pas un grand gestionnaire peut-être avec ce système? Alors ça dépend quoi? Parce que d'abord, si un enfant a besoin d'une paire de chaussures parce que les siennes elles sont déchirées, c'est clair que on va les lui acheter. Maintenant, après, la question c'est quelles chaussures? C'est-à-dire que si il veut les chaussures à 200 €, là, super à la mode, comme tu as dit tout à l'heure, parce qu'on veut montrer aux copains qu'on a la nouvelle paire de je sais pas quoi, parce que là on est plutôt dans un schéma de pression sociale. Enfin, je veux dire, on en parlera tout à l'heure, mais là, c'est encore un autre souci. On pourrait peut-être dire, d'accord, moi je suis d'accord pour te payer une paire de chaussures de base. Si toi tu veux la paire de chaussures super à la mode, donc qui coûte beaucoup plus cher, la différence, tu peux aller bosser et puis te payer la différence, par exemple. Voilà. Ou alors, on peut aussi instaurer un système d'argent de poche. Maintenant, l'argent de poche, ça sert à quoi? Pourquoi d'argent de poche? L'argent de poche, quelque part, c'est un moyen pour apprendre à nos enfants à gérer l'argent. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de donner de l'argent de poche. Est-ce qu'il faut donner de l'argent de poche? Sinon... Mais non. Un ado a des besoins quand même. Oui. Il a besoin d'acheter des choses. Il va sortir d'où? Il faut qu'il attende que grand-père lui file un petit billet par-ci par-là pour avoir un peu d'autonomie. On peut donner de l'argent de poche s'il y a des besoins. Ça tout dépend aussi d'abord de nos possibilités financières en tant que parents, parce que chacun avec ses possibilités financières, et aussi des besoins des enfants. Mais moi, je suis vraiment beaucoup pour pousser les enfants à bosser. S'ils veulent se payer des trucs, pourquoi pas?
D'accord, il y a aussi un âge légal pour bosser, etc. Et avant, c'est difficile d'aller gagner de l'argent. Il y a des techniques, du babysitting. Babysitting, il y a des petits boulots qu'on peut faire donc, avant, entre guillemets, l'âge légal. Quoique, vous savez, en Israël, ce que c'est, tu connais l'âge légal en Israël? Alors, il y a deux âges. Hein. Il y a 14 et il y a 16. C'est-à-dire 14, on peut, mais alors, il y a tellement c'est un peu compliqué. Les employeurs préfèrent pas embaucher des jeunes de 14 ans. Par contre, 16 ans, à partir de 16 ans, c'est bon. À 16 ans, on peut bosser partout. D'ailleurs, on est très demandé à partir de 16 ans, si on va bosser en été. Ok, alors Valérie, avant de continuer sur ces sujets, moi j'ai une question pour Daniel un peu, qui est notre idéologue ici, qui aimerait bien faire du bien. Quand tu vois quelqu'un qui a acheté des baskets chinoises à 300 €, alors qu'il y a peut-être un bonhomme quelque part dans le monde, la semaine dernière on avait vu qu'il y avait encore toutes les 2 secondes, il y avait même une fille dans le monde qui était forcée de se marier contre son gré. Il y a quand même des problèmes sociaux assez importants. Ça fait pas mal au cœur, quelque part, de voir un type qui va jeter 300 €, en tout cas ceux de ses parents, pour aller acheter un objet comme ça sans avoir vérifié. Est-ce que toi, tu penses qu'il faudrait à chaque fois vérifier, savoir dans quel monde on vit? Peut-être pour ceux qui ont les moyens, peut-être oui, acheter du commerce équitable, mais c'est pas forcément le cas. Mais bon, s'il y a déjà 300 €, alors autant que ce soit plutôt investi dans quelque chose de positif. Mais du coup, ça demande à ce que justement il y ait une sensibilisation sur qu'est-ce qu'on achète, etc. Moi, j'avais un ami, il avait en fait, il recevait de l'argent de poche, mais uniquement sur carte Fnac. Et alors du coup, à la fin, il avait une culture générale incroyable parce que il dépensait tout en livres ou en films, etc. Et donc, il était très cinéphile, etc. Et donc, au final, il était très content d'avoir de l'argent de poche sur sa carte Fnac, mais c'était jamais pour des baskets à 300 € fabriquées en Chine. Donc, ça peut être tout simple. C'est pas forcément une obligation. N'achète surtout pas. C'est juste... D'accord. Voilà, 300 Elsa, € sur carte Fnac. pour aller un peu dans le sens de ce qu'il a dit, moi j'ai envie de savoir quand tu es avec tes copines et que vous asseyez, vous discutez, je suppose qu'il y a plein de sujets, ça remonte ce genre de sujet quand même de temps en temps? C'est-à-dire l'argent de poche, comment on dépense, est-ce que c'est moral d'acheter un truc trop cher quand il y a des sujets sociaux qui sont un peu abordés par rapport à ça? Pas vraiment, enfin, nous on n'en parle pas beaucoup de l'argent de poche, quelquefois au passage, mais le plus souvent, non. D'accord. Et le fait d'avoir de l'autonomie, de pouvoir avoir de l'argent, de pouvoir acheter dans votre futur, c'est des sujets qui remontent entre copines ou c'est pas du tout votre truc? D'accord. On parle pas de comment on a pu se procurer l'argent pour acheter un truc. On peut parler de ce qu'on a acheté, on est content d'avoir un truc joli, sympathique, même si c'est un peu cher, bon, on est content parce que c'est beau, mais on parle pas de comment ça acheter. D'accord. Alors, pour vous donner quelques éléments, on va passer à notre deuxième partie où je vais vous amener une coupure de journal où on parle de ça de façon plus précise. Et comme ça, on écoutera les commentaires de Valérie et ce qu'elle en pense. Et on vous écoutera aussi suite à cette affaire. OK? À tout de suite. Seconde partie de Plein Lado, l'émission consacrée aujourd'hui à l'argent, notre utilisation de l'argent, notre rapport à l'argent, qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce qu'il faut courir derrière ou le laisser courir à côté de nous et avec le risque qu'il s'éloigne, qu'il parte ailleurs. Oui, l'argent, il faut s'en occuper pour ne pas s'en préoccuper. Oh, attention, elle a travaillé, il faut s'en occuper pour ne pas s'en préoccuper. Retenez ça, chers auditeurs, parce que au moins que vous ressortiez avec quelque chose de très clair. Avec nous, Valérie Alphon, comme on l'a dit, et puis nos 3 jeunes, Daniel, Elsa et Arié, qui ont plein de choses à dire et qui vont nous les dire tout de suite. Notre petit tour du web, il y avait une question qui était posée sur un site économique et qui disait... Combien il faut donner, parce que ça préoccupe vraiment les parents. Combien il faut donner, quelle surveillance ensuite, quelle barrière je mets, parce qu'une fois que j'ai donné de l'argent, le gosse peut aussi partir en cacahuète, aller se payer n'importe quoi avec et faire des économies. D'un autre côté, j'ai envie qu'il apprenne à gérer, qu'il apprenne le contact de l'argent, qu'il apprenne à se responsabiliser. Et finalement, Elsa nous disait tout à l'heure, non, on ne parle pas tellement d'argent de poche. Et puis elle s'est souvenue quand même qu'il y avait quand même un rapport à l'argent. Alors Elsa, c'était quoi ? Parce qu'en fait, j'ai pas pensé sur le coup, mais ça dépend des personnes, parce que mes cousins,
eux, ils adorent regarder les prix des affaires, le moins cher, la meilleure qualité. Ils vont sur tous les sites possibles. Ils regardent toutes les comparaisons et moi, par exemple, j'y pense pas vraiment, mais eux, ils font vraiment attention. C'est important pour eux pour savoir gérer leur argent, pour acheter des trucs moins chers. Voilà, c'est de bonne qualité. C'est-à-dire, dès qu'ils ont de l'argent, ils essayent de... En fait, eux, c'est pas du tout le genre à dépenser tout sans savoir, et donc ils regardent tout. Donc on s'aperçoit qu'il y a des ados super responsables quand même, qui arrivent à voir et à gérer, à comprendre. Ils n'ont pas envie de se faire pigeonner non plus, ou d'acheter des trucs 2 fois plus chers. Ils sont intéressés par le sujet, quoi. D'accord. Moi, ça m'intéresse, ce sujet des nouveaux jeunes. Nous, on était très planeurs il y a quelques dizaines d'années. Mais Daniel, comment ça se passe aujourd'hui quand toi, tu es avec tes copains, les gens de ton âge, ou même aux EI, dans les soirées, quand vous parliez, est-ce que ce sujet de l'argent, les préoccupations un peu financières, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, combien je vais gagner, ça remonte quand même pas mal? Pour l'instant, j'ai pas senti qu'il y avait cette préoccupation-là. Parce que quand on est encore en train de faire ses études, il y en a qui travaillent à côté, quoi, mais ça les gêne un peu pour les études. Et quand on est au stade des études, on pense plutôt au métier qu'on va faire plutôt qu'à combien d'argent on va gagner. C'est plus, ce sera plus dans une étape après, l'étape où on va chercher des boulots. D'accord, c'est encore prématuré. On n'y est pas encore, donc il n'y a pas de raison d'en parler. On ne se demande pas encore... on a peut-être une idée de combien ça gagne à peu près, mais on ne va pas se demander quel salaire exactement... Alors, je vais vous lire un tout petit peu ce que les internautes disent par rapport à l'argent. Je vais avoir le commentaire d'Arié et de Valérie, notre experte, qui est là et qui rigole beaucoup avec les jeunes dans le studio, est très contente depuis le début, et c'est très bien. Alors, vous voyez que les enfants répondent à une question qui a été posée à des parents et par des parents en disant combien on donne d'argent de poche aux enfants, combien on doit donner, est-ce que c'est pas trop, est-ce qu'il ne va pas économiser pour acheter, et est-ce que je peux avoir même une gestion ou un regard sur la gestion de cet argent. Par exemple, vous ne vouliez pas que votre enfant achète un téléphone portable, et puis vous dites, mais ça fait 1 an que j'économise, par exemple, ça y est, maintenant j'en fais ce que je veux de mon argent. C'était mon argent. Et là, tu vas te heurter entre ta volonté ou la ligne éducative que tu as fixée et ce que l'enfant veut et a économisé pour. Alors peut-être il faut gérer dès le départ, mais en tout cas, on voit ici que les enfants à 14, 13 ans, 15 ans, c'est ceux qui répondent ici, gèrent pas mal. Il y en a un qui dit « Ma mère me donne 80 € par mois, le double de l'année dernière. Ça comprend les dépenses utiles comme les cosmétiques. Le reste est entièrement... » Lui, par exemple, c'est une passionnée de Madonna et qui dit « Tout va dans les CD. » Que ça rappelle un peu ton copain avec les livres. Moi, tout va essayer de DVD de Madonna, les trucs, les colliers de Madonna, etc. C'est son plan. On s'aperçoit qu'à partir du moment où on donne de l'argent aux jeunes, il apprend à gérer par rapport à ses passions, par rapport à sa volonté. Où est la place du parent ici ? Alors déjà, par rapport à ce que disait Elsa, je voudrais juste dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus à même de comparer, etc. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, si on veut acheter quelque chose, on peut tout de suite aller comparer sur Internet. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a, quand tu disais les nouveaux jeunes, il y a ce phénomène en fait où les jeunes ont la possibilité d'aller sur Internet et de se renseigner. Donc ça fait des consommateurs un peu plus avertis que nous, comme tu disais, on planait peut-être plus, mais parce qu'aussi on n'avait pas d'infos. Donc c'est la première chose, d'accord ? Pour en revenir à la question que tu viens de poser, la place des parents. Déjà, c'est vrai que si on va prendre des enfants de petits, de 6 ans, on leur donne c'est le coup classique, on leur donne de l'argent de poche, même si c'est 3 € par mois, d'accord ? Et si les enfants se disent, je vais utiliser tout pour aller m'acheter des bonbons. C'est la question classique par rapport à l'argent de poche. Une fois qu'on a donné l'argent de poche aux enfants, alors on peut dire je veux pas que tu dépenses en bonbons. On peut quand ils ont 6 ans, mais quand on a des ados, l'exemple que tu donnais, c'est le smartphone, d'accord ? C'est un peu les bonbons des gamins de 6 ans, quoi. C'est un truc qu'on n'a pas toujours envie de donner parce qu'il y a des effets secondaires. D'accord, les bonbons, c'est les caries, ou c'est le surpoids, ou j'en sais rien. Et le smartphone, c'est d'avoir des jeunes zombies, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a les smartphones de plus en plus tôt. Aujourd'hui, l'âge moyen, c'est dans les 10 ans. On s'aperçoit que c'est un peu une arme à double tranchant, l'argent de poche, parce qu'à partir du moment où on l'a donné, on a recherché un peu à ce que les jeunes soient autonomes, soient indépendants.
ben, il va vous dire, ça y est, je suis autonome, je suis indépendant, arrête de te mêler de mes calculs et de ce que je fais. Arié, ça te gêne au niveau de l'argent, au niveau du rapport, même tu nous as dit tout à l'heure que tu devais demander à tes parents quand tu veux acheter un truc, mais quand tu veux quelque chose où tu sais qu'ils ne sont pas tellement d'accord et que tu aimerais l'acheter, comment tu fais toi? En général, je pense toujours à mes parents. Genre, si je veux acheter un truc, je me dis mes parents ils vont jamais vouloir, donc ça sert à rien d'essayer. Donc en général, je laisse tomber. Ok. Et quand tu veux vraiment, comment tu abordes ça avec tes parents? Si je veux vraiment. Parce que de l'autre côté, les parents se posent les mêmes questions. S'il veut vraiment, comment je lui dis non? J'essaye de lui dire un cadeau comme ça, j'aurais pas. J'ai pas tout le temps des cadeaux. Si une fois comme ça dans l'année, peut-être. Pourquoi je vais trouver les bons arguments. Tu t'appuies un peu sur tes frères et sœurs des fois en disant mais lui tu lui as bien payé le truc la dernière fois. Ouais, ça peut servir ça aussi. Ouais, ça sert. Il faut trouver les bons arguments quoi. Ah, comment tu fais toi? Tu m'as l'air d'avoir la technique. Non mais. Faut que tu m'apprennes. Non mais faut se dire. Je sais pas, faut trouver. Vas-y, dis-nous pas forcément tout mauvais, par exemple. Ta dernière technique. La dernière fois que tu as fait ça. Ah oui, il y a ton père derrière le studio, effectivement, c'est un peu gênant. Je me rappelle plus, mais. Il y a des arguments, Elsa. Il y a des arguments qui touchent plus les parents. Style, non, ouais, les autres, ils en ont tous dans ma classe. Non, ça marche pas. Ça. Mais faut par exemple, trouver le bon côté de la chose qu'on veut. Si on veut des baskets chères, faut dire elles sont de bonne qualité, elles vont tenir longtemps. Si vous achetez de la mauvaise qualité, il va falloir en acheter 4, comme ça c'est le même prix. Non, mais elles sont confortables. Enfin, faut trouver le bon côté, pas forcément. Il y a un horaire dans la journée aussi où il vaut mieux attraper les parents quand ils sont un peu crevés, quand ils sont en forme, quand ils viennent de toucher le loto. Ouais, si, le soir quand ils rentrent, ils sont fatigués. Ah ouais, c'est un bon moment, ils renoncent plus facilement. Ah, pas mal, belle technique. Belle technique. Valérie, est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes dans tes conférences? Est-ce que les jeunes couples, les ados même commencent à s'intéresser au fait qu'il va falloir apprendre à gérer son argent si on veut finir même le mois? Je sais qu'en Israël, c'est une préoccupation surtout pour les Olim qui souvent gagnaient plus en France que ce qu'ils vont gagner en Israël, au moins dans les premiers temps. Est-ce que tu t'aperçois et qu'il y a chez les jeunes un intérêt plus grand que dans le temps où on était un peu plus, on planait un peu avant de découvrir que si on ne savait pas gérer, on allait finir avec des prêts endettés jusqu'au cou? Ah oui, complètement. C'est un phénomène parce que les jeunes couples s'intéressent de plus en plus parce que ils ont des amis qui se sont fait piéger. On le sait, en Israël, les banques vont essayer de vous vendre des prêts à Tialarigo, faut le dire. Très cher, avec des gros intérêts. Et puis même très jeunes. Parce que, attention, même à l'armée, moi j'ai rencontré des gens qui avaient pris des prêts Khayal à l'armée pendant leur période quand ils avaient genre 19 ans et qui se retrouvent à traîner ces prêts-là plus tard. Je ne vais pas vous raconter tous les gens que je rencontre, mais c'est vrai que... C'est important parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont arriver à 20, 22 ans qui sont déjà endettés. Clairement, des jeunes couples. Alors, qu'est-ce qui se passe à nous? Il y a une partie de la solution quand même, parce que l'armée a quand même monté dernièrement un peu ce que le Khayal touchait, mais c'est encore insuffisant. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est que si on a l'habitude de vivre avec 2000 shekels et qu'on nous donne que 1200, alors il y a un problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes, justement, soit les parents leur donnent pas mal d'argent, donc ils ont un niveau de vie assez élevé, ou alors ils bossent et ils se disent, comme on a dit, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Et donc, ils prennent l'habitude de dépenser tout ce qu'ils gagnent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se marier. Des deux côtés, ils avaient l'habitude de dépenser 2000, 3000 shekels par mois pour leur kiff, pour partir au resto, pour s'acheter des smartphones, pour s'acheter des fringues à la mode. Et puis, alors, ils vont se marier. Assez jeunes, en Israël, les gens se marient souvent assez jeunes. Et parfois. Et donc, ils vont devoir payer leur loyer, leurs charges, l'alimentation et tout le reste. Et alors, avec leur petit salaire de jeunes, il n'y a plus assez d'argent pour les kiffs parce qu'on s'est habitué à ce niveau de vie. Voyez, et là, c'est là où les problèmes commencent. Et vous avez des banques qui vous disent prenez un prêt, tout ça. Et donc, ça va très très vite. Moi, j'ai rencontré un jeune couple où ils étaient à 75 000 shekels d'endettement. Ils avaient une vingtaine d'années, 25, 26 ans, comme ça. Ça va très vite. Donc oui, c'est pour ça, et je vais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'argent de poche et sur est-ce que oui ou non on laisse nos enfants s'acheter des smartphones. On peut, même si on leur donne de l'argent de poche, on peut quand même, et on doit
Donner une direction un peu voilà. à cet argent et qu'il y ait au moins la discussion un peu philosophique, c'est-à-dire qu'est-ce que je recherche dans la vie. Exactement, parce que c'est à ça que ça sert. L'argent, c'est un moyen pour arriver quelque part. Ce qui est important, c'est ce quelque part. C'est pas l'argent en soi. L'argent en soi, c'est rien. C'est pas important, c'est pas intéressant. Ce qui est important, c'est... Alors, est-ce que tu n'as pas des oppositions, des gens dans tes conférences qui arrivent, qui disent, bon, d'accord, tu es très sage, tu es très gentil, grâce à toi, je ne serai jamais endetté, mais c'est une vie de spartiate. On ne vit pas avec toi. Alors, d'accord, on ne dépense pas plus, mais à quel moment je vis, je dépense à rien. Il disait tout à l'heure, moi, je veux de l'argent, je veux claquer un peu du fric, quoi. Je vais aller sur la Côte d'Azur, sortir une grosse voiture et tout. C'est des vacances. Bon, ça suffit. Et les petits calculs. Alors, d'accord, je vais vivre comme ça, chichement tout le temps et je vais jamais dépasser, jamais être dans le rouge. Mais d'un autre côté, la vie, il faut claquer du fric, quoi. Alors, mais au contraire, je vais vous dire pourquoi. Parce que, alors voilà, les jeunes, retenez bien ça. C'est super. Si vous n'êtes pas d'accord avec elle, vous l'attaquez direct. Oui, il n'y a aucun souci. Moi, je suis cool. Arié, il est prêt, là. Oui. Très souvent, les gens pensent que ils sont libres quand ils font ce qu'ils veulent et puis ils vont claquer et ça va être super et tout ça. Sauf que si on peut, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Il vous arrive que vous êtes endetté, que vous galérez, que vous ne dormez pas la nuit. Parce que moi, les gens que je rencontre qui sont endettés, c'est pas une vie. Hein. Alors, et justement, quand on met dans une balance d'un côté, entre guillemets, tout ce qu'on gagne en étant sans réfléchir, on claque, sans faire de calcul, etc. Et donc toute l'angoisse que ça peut engendrer. Et de l'autre côté, alors tu dis pas spartiate, mais c'est pas spartiate, hein, je vais y revenir. Et de l'autre côté, vivre en calculant, enfin en tout cas en sachant si on peut ou non s'offrir quoi et comment, et en faisant un budget, parce qu'un budget c'est planifier, un budget c'est réfléchir, un budget c'est se donner des objectifs, et la tranquillité, la sérénité qu'on a de l'autre côté, il n'y a pas photo. On est beaucoup plus heureux quand on est tranquille et qu'on sait où on va au niveau de l'argent et au niveau donc de la vie, comment on gère son argent et comment on gère sa vie, plutôt que on claque sans réfléchir et puis après, on paye un prix. Et très souvent, je vais me dire, on peut faire beaucoup plus de choses quand on gère que quand on ne gère pas. Parce que quand on ne gère pas, parfois on n'a même pas l'impression qu'on fait des choses. Très souvent, les gens viennent me voir et me disent « mais je fais rien et je m'en sors pas ». Mais en fait, on se rend compte qu'ils font quand même un petit peu. Mais ils ont l'impression qu'ils font rien. Pourquoi ? Parce que rien n'est réfléchi. Ils font sur impulse, quoi. Allez, j'ai envie d'un truc maintenant. Je ne suis pas en train de me dire est-ce que oui ou non je peux et tout. Je le fais parce que je le sens. Ce que tu dis, en fait, c'est qu'à partir du moment où la personne commence à gérer, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit un jeune couple ou une famille, on s'aperçoit que justement parce qu'on a ce souci de gérer l'argent, alors on va peut-être redécouvrir un art de vivre qu'on avait un peu oublié dans la société de consommation qui nous pousse finalement vers des choses bien précises. Complètement, parce qu'il y a une réflexion. Ce qui manque, c'est la réflexion. On est là, c'est instant. Hein, je veux, j'appuie sur un bouton, c'est bon, ça y est, ça arrive. Alors que quand il y a cette réflexion, eh bien justement, les gens qui commencent à gérer leur budget, ils se disent « Ah ouais, mais c'est vrai, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire tel resto. » Et il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, alors une fois, c'est une vraie histoire, il faisait plein de restos. Et à un moment, on voit un nom de quelque chose il comprend, il ne sait pas ce que c'est. Alors, moi, comme je le fais toujours, je rentre dans Google et je tape le nom de cet endroit-là qui avait écrit sur le relevé carte bleue. Et en fait, c'est un autre resto. Je dis, mais j'ai complètement oublié, j'y étais. Ah ouais, c'est vrai, j'y étais. Je dis, moi, le mois dernier, je suis allée à un resto. C'était super, je m'en rappelle très bien. Parce que très souvent, quand on fait entre guillemets peu de choses, eh bien, on en ressent tellement plus, on reçoit tellement plus de bénéfices que quand on en fait plein. Et puis en fin de compte, on le kiffe même plus. C'est ça en fait l'idée, quoi. Après, ça part un peu dans les deux extrêmes là. Enfin, il y a d'après ce que vous dites, il y a soit on dépense rien et on regarde, on fait très attention, soit on dépense tout. Mais il y a pas que ça. Il faut pas trop être noir ou blanc. Voilà, c'est ça. Il faut être un peu des deux. C'est ça. Il y a aussi les gens qui font attention, on dépense un peu parce que des fois faut bien faire ce qu'on a envie, pas par son impulsion. Faut pas tout le temps réfléchir à attends, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que je vais faire. Des fois, il faut se faire plaisir un peu sans réfléchir. Oui, des fois. Je suis d'accord, des fois. Ouais, mais oui, je suis vraiment d'accord. Mais c'est aussi en fonction de ses revenus. Parce qu'il y a des gens qui peuvent. Parce que le problème, c'est que si on peut le faire,
c'est pas un problème. Le problème, c'est quand on ne peut pas et qu'on le fait quand même. Il n'y a aucun problème. Si quelqu'un est dans une position, il gagne, on va dire, je sais pas moi, 20 000 shekels, ok ? Alors il sait qu'il a une marge de manœuvre qui est un peu plus large que celui qui gagne 10 000 shekels. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire, ça dépend vraiment de ce qu'on gagne. Valérie, le passage d'un pays à l'autre, tu le vois, c'est des gens qui arrivaient avec certaines habitudes de consommation et puis d'un coup qui veulent continuer encore un an ou deux sur les mêmes habitudes et qui se retrouvent endettés. Ah mais complètement. En tout cas, bravo Elsa. Merci Elsa de la question. C'était une question très pertinente. On va la rattraper. C'était une question très pertinente. On va la coincer. C'était une question très pertinente. Oui, bien sûr. Très souvent, les Olim qui viennent de France vont gagner moins que ce qu'ils gagnaient en Israël. Pas tellement parce qu'en Israël, on gagne moins, mais aussi parce qu'ils ne pourront plus faire le métier qu'ils faisaient en France. Ou en tout cas, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ils ne sont pas reconnus. C'est comme si on arrivait un petit peu, on avait 20 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive qui a 40 ans, qui a 20 ans ou 15 ans, je sais pas, de métier en France, et donc qui est rémunéré en fonction de ses 15 ans ou 20 ans de métier, et qui arrive ici. Oui, mais ici, ils ne vous connaissent pas. Il repart à zéro, il n'a pas l'ancienneté, on ne l'attendait pas obligatoirement, il va falloir qu'il fasse sa place. C'est comme s'il avait 20 ans. Et au niveau de la rémunération, c'est un peu pareil. Et aussi à la langue. Et puis, quand on parle à peine hébreu, alors c'est vrai que le boulot qu'on faisait en France avec un français superbe, ici, on est un hébreu. Et puis à l'écrit aussi. Donc, il y a plein de choses qu'on doit réapprendre. Ça va prendre du temps. Maintenant, donc, si on va gagner moins, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Et comment on arrive à faire ce switch, en fait ? Parce que, encore une fois, c'est pas que la vie en Israël, c'est pas l'Inde. Tout le monde dit que c'est très cher, mais c'est pas très cher. Enfin, ça dépend quoi. On va pas rentrer dans... Ça, c'est une émission à part entière. Maintenant, il faut faire attention quand on arrive en Israël, parce que si on veut continuer à vivre avec le salaire qu'on avait en France, mais qu'on n'a plus ici, et donc vivre avec le même niveau de vie, ça va être compliqué. D'accord. Dans la troisième partie, qui arrivera très bientôt, on va essayer de voir quelles sont les implications sur les enfants dans une famille qui commence à avoir des difficultés financières ou qui n'a pas fait justement ce switch, qui n'a pas compris qu'il fallait un peu voir venir et faire attention en attendant d'avoir des assurances. Quelles sont les implications sur les enfants et comment on peut trouver des solutions même à ça. Oui. Ce sera un des sujets de notre troisième partie. À tout de suite sur Radio Qualité. Plein l'ado, troisième partie avec toujours nos invités. Ils sont encore plus souriants qu'au départ. Et cette fois, ils comptent bien attraper Valérie en lui disant « Lâche-nous un peu de budget pour dépenser. » C'est pas possible. Mais elle ne lâchera rien. Moi, je suis d'accord avec Valérie parce que j'ai souvent fait l'expérience d'achats qui, au final, ça servait pas à grand-chose. À part sur le moment, quoi. Et donc maintenant, je suis pas très dépensier parce que je me suis rendu compte qu'en fait, 80% des achats, ça rapportait pas grand-chose à la fin. Ok, il y a un sujet qu'on va aborder qui est la pression sociale, comment les copains achètent des choses ou partent en certaines vacances et puis ça met un peu de pression. Toi, tu as déjà passé ce stade et tu dis, arrêtez un peu votre cinéma, j'ai envie de voir plus clair. Non, mais il y a sûrement des dépenses importantes, mais... Ça n'empêche pas de se faire plaisir, mais justement, je pense qu'on se fait plus plaisir en faisant quelque chose où on est sûr que c'est ça qu'on veut, plutôt que de faire quelque chose où on hésite et puis bon, c'est une impulsion, on le fait comme ça parce que ça... Donc, comme nous dit un peu Valérie, dans ces histoires d'argent, il y a aussi énormément de réflexion à côté sur notre vie, sur notre comportement, sur notre façon de fixer les priorités. Valérie, toi, tu te heurtes dans ton quotidien à ces histoires de pression sociale, de « il me faut tel truc », avec des enfants, encore plus des enfants de Olim, qui demandent « il me faut telle chose, il me faut tel basket, telle histoire, parce que tous mes copains l'ont, j'ai la honte, fadiha, comme on dit ici. Israël, fadiha, c'est la honte, je suis le seul à avoir des baskets de Pekno, des trucs et tout, j'ai pas le choix. Comment on arrive à résister à cette pression sociale ?
Déjà, C'est quelle page d'abord? Les références Je me à tout rappelle ça. pas. Ah, attention, je vais aller vérifier tout ça. c'est d'abord en étant nous-mêmes un modèle. Parce que si nous-mêmes, les parents, on est là en train de se dire, ouais, les voisins, ils ont fait leur cuisine, ma cousine, elle a acheté une nouvelle bagnole, etc. On ne pourra pas dire aux C'est la enfants... spécialité des parents, ça, de dire quand même. Ah ouais. Non, mais retiens-toi avec tes baskets. Tu sais bien qu'on doit acheter la BM. Hein, non, mais si nous-mêmes, voilà, on est là en train de regarder les voisins et la famille, quoi, ce qu'ils sont en train de faire, et qu'on dit à nos enfants, non, regardez pas les copains, là, c'est déjà un petit souci quand même, parce que déjà, on doit soi-même être un modèle. Donc déjà, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est un peu ce que disait Daniel tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, souvent, les gens, les enfants qui vont craquer sur plein de choses, sur voilà, les nouvelles baskets ou sur n'importe quoi, sur le smartphone, c'est souvent des enfants des jeunes qui n'ont pas compris que l'essentiel était ailleurs. Et aussi, qui n'ont pas parfois aussi un intérêt, quelque chose où ils comprennent que leurs valeurs, ce qu'ils sont, ça passe par autre chose que ce que tout le monde a. Donc toi, tu dis, pour affirmer un peu sa personnalité, des fois, il faut savoir nager à contre-courant, un peu comme un saumon. Oui, et aussi avoir des passions. Voilà. Moi, quand tu m'as raconté l'histoire du jeune qui voulait faire du rap, je fais, c'est bien, c'est super. Je donne un exemple. Une fois, j'ai rencontré un jeune qui, les parents m'avaient dit, oui, il adore la musique. Lui, il va être musicien plus tard, c'est un vrai musico, c'est tout ça. Super, génial. Puis alors, le jeune en question voulait, je raconte cette histoire dans le livre d'ailleurs, il voulait un dernier smartphone, je ne sais plus quelle marque, et son père lui dit, mais attends, mais je t'ai acheté il y a 6 mois le smartphone X. Maintenant, tu veux le smartphone Y. Il fait, non, mais le smartphone Y, il fait des trucs que le smartphone X, il fait pas du tout. Alors, le père s'énerve, commence, il se dit, non, il y en a marre et tout ça. Hop, il s'en va. Moi, je me retrouve avec le jeune. Puis je lui dis, attends, tu me dis que tu es passionné de musique. La musique, c'est ta vie. Tu veux être tu veux être musicien professionnel plus tard. Super, super. Oui. Et j'ai dit, écoute, si le smartphone Y, il te permet de cartonner en musique ou de faire autre chose en musique, etc., c'est un moyen, c'est un outil pour ta musique. Alors peut-être ça vaut le coup d'acheter le smartphone Y. Mais sinon, à quoi il va te servir? Donc, l'idée, c'est ça, en fait. C'est que ce qu'on possède, c'est un moyen pour avancer dans la vie. L'argent, c'est un moyen pour avancer. Alors, il y a aussi d'autres choses qui nous font... les achats comme ça, impulsifs et tout, en général, ça ne nous aide pas tellement. Par contre, ce qui est aussi très sympa, ce sont les expériences. Ça aussi, il faut faire la différence entre un achat d'un objet et puis des expériences. Par exemple, je parle pour une famille. Souvent, ce qui revient quand je demande aux gens quels sont vos rêves, quels sont vos objectifs, c'est souvent partir en vacances. Parce que partir en vacances, ça te permet d'être ensemble en famille et tout ça, c'est génial. Donc là, les gens comprennent que oui, ce qui est important pour eux, ça passe souvent par des choses comme des expériences en famille, etc. Et donc, il faut tout faire pour faire passer l'argent d'un poste, de postes qui n'ont pas tellement de sens pour nous, à des postes budgétaires qui ont si je comprends bien, donc l'argent et sa gestion te permet à toi de rechercher du sens et de rechercher aussi des traits de caractère, des choses qui vont nous permettre de comprendre mieux qu'est-ce qui nous intéresse vraiment dans la vie. Moi, je voulais poser une question à Arié. Arié, cette pression sociale à l'école, etc., elle existe, elle est forte. Toi, elle t'influence? Dans l'école où j'étais, à Maïmo, en France, il y avait un peu comme cette pression sociale, genre... il y avait beaucoup de gens riches qui avaient il y avait des normes. Si t'as pas tel type de jean ou tel pas truc, t'es un peu hors jeu. Non, il y avait pas un petit peu quand même. Il y avait un petit côté comme ça. Comment tu sentais ça, toi? En tout cas, à Maïmo. C'est vrai qu'il a raison, c'était fort, mais ça dépend. C'est pas au point t'es exclu de la classe. Non, il y avait plusieurs groupes. Il y avait plusieurs. C'est ça. C'est selon la marque de chaussures ou de pantalons, tu as des groupes? Non, pas exactement, mais... On peut résister à ça? Oui. Comment on fait? On fait preuve de caractère un peu, on s'impose? Non, ça ne m'intéresse pas. Enfin... On fait son groupe, ça ne nous intéresse pas, chacun. Ouais, on ignore, quoi. Okay. Pas besoin de faire ça. Sens où c'est pas tout, c'est pas justement, si on choisit bien ses amis, on se rend vite compte que un vrai groupe d'amis, c'est pas justement, on va pas rester sur les apparences.
C'est pas parce qu'on va pas mettre les Nike que. Enfin, C'est pas non plus nos ennemis et c'est bon. Oui, C'est- non, mais c'est-à-dire qu'il y a les connaissances, les gens qu'on va fréquenter, mais si on veut un vrai groupe d'amis, on se rencontre avec une passion ou avec un truc comme ça. Mais, Comment, ouais. Des un intérêts. groupe de musique, je sais pas, mais en général, c'est pas pour des trucs que. Bah, après, il y a ceux qui se rencontrent avec la passion de la mode, mais Ah oui, Ça, c'est quand même un peu. C'est la passion de coûteux. l'argent. Non, la passion de la mode. Non, mais la passion de la mode, c'est ça aussi, parce que la L'amour mode, de c'est. l'argent, ouais, les c'est- petits groupes. il y en a qui aiment Le pas, groupe et des il y boursiers. en a qui aiment pas suivre, et il y en a qui aiment bien. Ça dépend les goûts. Mais la passion de la mode, on peut aussi Ça, être c'est- actif dans la mode, c'est-à-dire devenir designer. Quoi, on n'est pas obligé d'être passif et donc de ne faire que acheter des habits. On peut dire si j'aime la mode, je vais peut-être Ouais. essayer moi d'apprendre à coudre. Moi je connais des gens comme ça. Hein. Ouais. Et auquel cas, ça devient une vraie passion, Ouais. avec vraiment, parce que avec quelque chose, on fait quelque chose. C'est pas uniquement, voilà, on a acheté des fringues et on aime la mode. Mais la mode, vraiment, c'est aussi, ça peut être aussi, je vais mettre moi-même à coudre et à créer. Après, ça peut être aussi, par exemple, la mode sur un vêtement et se dire je l'achète, il se trouve que c'est cette marque, mais comme moi je l'aime bien ce truc, je l'achète quand même. Je n'ai pas pensé à la marque forcément, mais je l'ai trouvé jolie, alors je l'achète. Ok, je vais poser une question à Valérie, mais juste avant, je vais vous demander aux trois de penser à quelque chose. Si je vous donne 10 000 € en liquide tout à l'heure à la sortie du studio, qu'est-ce que vous en feriez? Vous réfléchissez, ça sera pour la 4e partie tout à l'heure. Valérie, est-ce qu'il y a des choses importantes que tu veux nous dire maintenant et que tu veux nous expliquer, que tu as mis dans ton livre, auxquelles tu te heurtes à longueur de journée? Quel est ton message au peuple? Un message, c'est réfléchir. C'est savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'argent, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Et l'important, c'est vraiment de se poser soi-même la question, mais qu'est-ce qu'on veut? Où on veut aller? Comment on veut utiliser l'argent qu'on a pour créer quelque chose, pour construire quelque chose? C'est donner du sens à l'argent qu'on a. C'est vraiment, je pense que c'est le livre que j'ai écrit qui s'appelle Slow Shopping Therapy. On me dit pourquoi tu l'as appelé Slow Shopping Therapy? Parce que j'ai compris, avec tout le travail que j'ai fait avec les gens en tant que conseillère en budget, que en fait, les gens venaient me voir pour des questions d'argent, où ils n'arrivaient pas à gérer leur argent, puis en fin de compte, on découvrait que le problème était complètement ailleurs. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai lu quelques critiques sur ton livre. Et les critiques, c'était cette fille m'a ouvert de nouveaux horizons, mais ils ne parlaient pas d'argent, les critiques, c'était de réflexion. J'ai vu la vie un peu différemment. Alors, quel est ton secret? Qu'est-ce que tu viens leur apporter? C'est justement ça, une façon de profitons de l'argent pour essayer de se poser des questions sur nous-mêmes, sur ce qui nous est cher dans la vie, ce qui est important pour nous. C'est remettre l'argent à sa place. L'argent, c'est un moyen. Donc, dès qu'on va faire un changement, hein, au lieu de le voir comme un but, on va le voir comme un moyen. Et c'est ce qu'on fait quand on commence à regarder, parce qu'on disait, voilà, on va faire attention, on a utilisé le mot se faire attention, et puis regarder où passe l'argent. D'accord, mais ça, c'est juste, c'est la base. C'est-à-dire que c'est un outil. Maintenant, ce qui est important, c'est pas encore une fois, oui, est-ce que je dépensais là 5 shekels ou là, c'est d'accord, ok, très bien, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est, vous voulez réaliser des rêves, eh bien, venez, on va voir comment on va faire. Et vous-même, vous allez découvrir quels sont les rêves que vous voulez réaliser. Pas les rêves qu'on vous dit de réaliser, parce qu'on vit dans une société quand même où on nous répète à longueur de journée qu'il faut faire ci, c'est ça pour être heureux. Donc c'est en fait reprendre en main, contrôler son argent, hein, c'est contrôler sa vie. Alors Elsa m'a raconté une petite anecdote tout à l'heure, elle va vous la raconter maintenant, qui est importante pour moi, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, l'argent, des fois, fait un peu tourner la tête aux gens et devient une espèce de but. Et quand ça devient un but, alors on ne voit plus qu'il y a sur notre passage. Alors, c'était comment déjà dans un magasin? En fait, c'est un ami qui a fait l'ALIA en même temps que nous et qui allait acheter une puce israélienne. Et il a amené avec lui son neveu qui avait fait l'ALIA avant, qui parlait bien hébreu. Et en fait, quand ils sont arrivés dans le magasin, les vendeurs se sont rendus compte qu'ils ne parlaient pas hébreu. Enfin, ils ne savaient pas que le neveu parlait, mais en tout cas, ils se sont rendus compte que c'était des Français. Et du coup, il y a un des vendeurs qui a dit à l'autre, en hébreu, il lui a dit vends-leur un truc plus cher. C'est pas très flatteur pour Israël, cette histoire-là. Valérie, on voit des histoires comme ça chez les Olim. Les Olim te racontent des trucs. Harry, tu veux dire un truc? C'est une histoire, c'est pas non Ouais, plus. Oui, bien sûr, on va pas. C'est juste une anecdote. On la retenait. On va pas avec ça dire, Ouais. oh là là, c'est israélien, quelle Ouais. bande d'arnaqueurs.
Mais apparemment, ça arrive quand justement les gens vont voir l'argent comme étant un but. Alors, on ne voit plus qu'on a affaire devant nous à des Olim et des gens qu'on devrait aider à s'intégrer, au contraire, qu'on devrait conseiller. Et malheureusement, ça arrive. Ça arrive dans tous les pays du monde. Hein. C'est-à-dire que si, je pense que c'est pas propre particulièrement à Israël, je pense que c'est propre malheureusement à ça. C'est-à-dire que quand on fait de l'argent un but, on n'arrive plus à voir la personne comme un être humain, on voit comme quelqu'un qu'on peut presser ou arnaquer. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. Je dis, parfois on a l'impression, toute la journée, on reçoit des coups de fil ou de gens qui veulent nous vendre des trucs. Et en fait, remettre l'argent à sa juste place, c'est aussi ça. C'est se dire, l'argent, c'est pas une fin en soi. L'important, c'est devenir meilleur, quoi. C'est être quelqu'un de bien. Hein. C'est les valeurs qu'on a et qu'on veut faire passer. Et ça doit prendre le pas de loin, surtout de ces considérations mercantiles. Bien sûr. D'ailleurs, pour faire un peu l'équilibre, la première fois que je me suis rendu compte que j'avais oublié mon porte-monnaie chez moi dans le bus en Israël, j'ai un petit TOC, un petit trouble obsessionnel, moi. Et je compte les choses qui arrivent. Et il y avait 25 personnes dans le bus qui se sont levées pour me proposer de l'argent, parce que le chauffeur a parlé un peu fort en disant « Ah, tu n'as pas d'argent, mais comment on va faire ?» 25 personnes. Et quand tu as 25 personnes qui se lèvent, effectivement, tu t'aperçois que c'est exactement ça. C'est-à-dire, si la priorité, c'est l'humain, alors l'argent va être un moyen et je peux le lâcher facilement sans qu'on me connaisse. Dès que l'argent devient un but, alors là, tu as des comportements qui sont radicaux, qui sortent des normes et qui sont plus gênants, effectivement. Complètement. Eh bien, pour cette troisième partie, on a déjà pas mal d'éléments. J'espère que vous êtes en train de réfléchir à ce que vous faites avec vos 10 000 €. Sinon, je les reprends et je vais les dépenser moi-même à la fin de l'émission. La troisième partie est un peu plus courte que d'habitude parce que je veux vous laisser du temps. On veut vous entendre lors de la quatrième partie. Et ça va être important pour nous avec Valérie, qui sourit de façon continue depuis qu'elle a des petits Olim devant elle. Valérie est une grande idéologue. C'est un plaisir pour nous et pour moi aussi de voir des Olim, surtout dans les studios Qualita, qui est l'association qui s'occupe énormément de l'intégration des Olim. C'est un vrai kiff pour nous de vous avoir ici et de vous regarder. Donc on va vous laisser plus largement la parole dans cette quatrième partie. À tout de suite pour notre partie, nos invités. On a même renoncé aux appels extérieurs pour vous laisser du temps. Alors, on va vous kiffer dans cette partie. À tout de suite. Et maintenant, quatrième partie de Plein Lado. Et cette fois, on est dans la partie pratique, dans la partie où on va parler argent concret. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Comment on le gère? Notre experte est là, elle guette ces petits dépensiers qui guettent. Et le pari, c'était si je vous donne 10 000 € en main à chacun, qu'est-ce que vous en faites tout de suite? Comment vous les gérez? Comment vous les répartissez? On va commencer avec Arié, qui nous disait tout à l'heure qu'il aimerait bien avoir du fric à claquer. C'est bon, je lui en donne. Enfin, ça reste très virtuel pour l'instant. Si j'ai 10 000 € tout de suite, là, comme je ne sais pas tout de suite quoi en faire, je pense que je le mettrai dans une banque et j'attendrai qu'ils prennent de la valeur. Et une fois que j'aurai vraiment beaucoup d'argent... Valérie, c'est à la banque qu'on peut faire le mieux fructifier notre argent ou la banque ou autre chose. Non, mais c'est bien, c'est une bonne réponse parce que quand on ne sait pas aujourd'hui quoi faire avec l'argent, eh bien, dans un an, on aura peut-être trouvé, dans quoi on veut investir notre argent. Donc, c'est une réponse qui est très sage. J'ai connu des gens d'ailleurs très endettés qui, quand ils avaient une petite somme d'argent, avaient tout de suite un projet, vacances, sorties, achats, avant même de voir comment gérer. On a ici un sage devant nous qui a du recul. Daniel, toi, qu'est-ce que tu fais avec tes 10 000 ? Écoutez, moi, je vais être un peu cliché, mais moi, si j'ai 10 000, je les donne tout de suite. Alors là, on voit alors là, c'est pas seulement il veut travailler dans les ONG, il veut aussi les financer. Non, parce que si je me rappelle avoir lu un livre qui s'appelle La liste de mes... Il traînait aux toilettes à la maison. C'était La liste de mes envies. Ça parlait d'une femme qui reçoit de l'argent du loto. Et elle voit un psychologue juste après qu'elle ait reçu de l'argent. Et ça finit très mal, etc. Parce que voilà, la manière dont elle dépense son argent, ça... Tu te bases sur un livre. Oui, non, mais je pense que si on commence à réfléchir à non, mais il y a ça qui me plaît, il y a ça qui me plaît, on risque de se perdre dans des réflexions. Moi, je préfère
tout donner d'un coup, comme ça, je suis sûr que je ne regretterai pas. T'as pas besoin de grand chose pour vivre, toi. Tu te contentes. Non, mais ces 10 000 euros-là, ils sont en plus. Donc après, si je veux faire autre chose, je peux le gagner ailleurs. Mais ces 10 000 euros-là, si je les reçois, je les donne tout de suite, quoi. Et tu auras bonne conscience, t'es tranquille. Moi, je suis sûr que je ne regretterai pas mes achats ou que ce soit. Oh là là, mais on a des gens très sages ici. Si tu veux t'en Entre débarrasser. le gestionnaire qui les met de côté, Elsa, à mon avis, elle va nous sortir un truc plus original. Attention, elle a réfléchi à son coup. Je vais peut-être paraître un peu plus dépensière, mais moi, si j'ai 10 000 euros, je prends une bonne moitié et je m'offre un beau voyage. Eh ben, bien joué. Où tu vas aller? Je sais pas, une destination où je n'irai jamais. Je sais que si j'ai pas 10 000 euros, je me l'offre pas comme ça. Peut-être, je vais loin et je prends un ami avec moi et. Ah, sympa. Pour l'ami, c'est gratuit ou tu lui fais un crédit? Ça dépend. Rembourser, ce qu'elle veut m'apporter. Ah, bien. Oh là là, mais elle est très pragmatique. Elle gère même. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Attends, j'enlève 300, je remonte. Non, mais. C'est un ami à 300. En sachant que là, j'ai ce qu'il faut, donc j'ai pas à me préoccuper de choses, le loyer. Et pourtant, tu as gardé la 5 000 nourriture. euros de côté. Ouais, parce que. Pour le rêve d'après. On sait jamais. Non, mais déjà, on sait jamais. Imaginons, il y a un truc qui se passe. Ou si j'ai quelquefois des petites envies, comme on dit, c'est toujours sympa, quoi. On va surprendre Valérie. Valérie, si je te donne 10 000 euros, tu fais quoi? J'ai pas vraiment besoin c'est de 10 pas, 000 euros. à force de gérer tout, c'est la surprendre. Non, mais c'est moi. En fait, voilà, d'abord, je réfléchirais, quoi. Ça, j'ai pas vraiment. Je me dirais très bien, de quoi. Enfin, pour moi, je peux pas répondre à cette question parce qu'en fait, pour moi, il y a beaucoup c'est important de réfléchir sur les choses. Donc, j'ai pas réfléchi sur le sujet, mais il faut que je réfléchisse. Comment tu trouves les jeunes avec leurs réponses? Super intéressant. Ils sont bien. Hein. C'est super intéressant parce que alors ce que dit Elsa, c'est que elle a fait comme dans un portefeuille, quoi. Elle a dit la moitié je dépense, l'autre moitié j'épargne, et elle a dit pour des choses imprévues. C'est vraiment c'est ça. Et c'est une des fonctions de l'épargne d'ailleurs. Hein. C'est mettre de l'argent de côté. Non mais je sais pas. C'est une des fonctions de l'épargne. C'est aussi pour des dépenses imprévues. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et ce que dit Daniel, alors ça reflète qui il est, parce que justement l'argent, la manière dont on dépense son argent, ça reflète qui on est. Et Daniel, on l'a vu depuis le début, c'est quelqu'un de très altruiste, etc. Et ça se révèle aussi donc avec la manière dont il veut dépenser son argent. Donc je trouve ça très beau parce qu'en fait ça dévoile complètement qui on est, la manière dont on dépense son argent. Donc là on a la preuve par 9. Je sais pas, t'as pas un peu peur que si tu le donnes à quelqu'un et qu'il se passe, je sais pas, t'as pas peur qu'il l'utilise mal ou... Ah non, mais je donnerai à des gens dont je suis sûr qu'ils le géreront bien. Tu préfères pas Aujourd'hui, un vaccin, ça peut se faire en 10 euros à peine. Donc, 10 000 euros, 1000 vaccins. Donc, c'est potentiellement 1000 personnes sauvées. C'est pas mal. Mais tu veux pas leur donner presque directement? Plus simple. Ah bah directement, moi, il faudrait que j'achète mes vaccins, 1000 vaccins dans des valises et tout, que j'aille au Burkina Faso. Non, mais je sais pas, presque tu leur donnes, pas eux-mêmes en main propre, mais presque. Ouais, et comme ça me fait un petit voyage au Burkina Faso. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que ce que disait Valérie, c'est que l'argent fait réfléchir. C'est vrai. Vous êtes en train de bien débattre et de bien réfléchir. C'est très intéressant. Juste avant de terminer cette émission qui est très intéressante, j'ai reçu une question d'une auditrice que j'avais un peu oubliée, mais je vais vous la soumettre quand même, qui disait comme ça, voilà, j'ai un gosse qui a reçu de l'argent de sa grand-mère, je ne sais plus, pour une bar mitzvah, pour un truc, et puis il s'est retrouvé avec cette somme d'argent. C'était pas grand-chose, hein, c'était un billet, mais il y avait de quoi aller acheter un petit truc. Puis il va au Canyon, c'était à Jérusalem, je pense, et là-bas, il va pour acheter quelque chose, puis il s'aperçoit qu'il n'a plus le billet, il l'a perdu. Et la question de la mère, c'était « Qu'est-ce que je fais ?» Il est revenu en pleurant, « J'ai perdu mon billet, il avait super les boules, ouais. » Et la question, elle était éducative même. Est-ce que je remplace et je dis, bon, c'est triste, ça n'arrive pas tous les jours non plus, tiens, voilà, tes 200 shekels. Ou bien je lui dis, non, c'est le début d'apprendre à gérer, à faire attention à son argent. Ou bien il y avait quelque chose un peu au milieu, mais il y avait
un gros débat, en tout cas dans sa famille, qui disait mais sois pas méchante, tu peux lui donner, le pauvre, il a perdu, il a déjà les boules, et d'autres qui disaient non, c'est comme ça, tu apprends à gérer ton argent, à faire attention, et tu as voulu être responsable, tu as voulu aller acheter un truc, et ben tu gères ton affaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Elsa? Moi, je trouve, ça dépend déjà, est-ce qu'il perd souvent son argent, ou si c'est vraiment la première fois, ou peut-être pas la première, mais ça arrive pas souvent. Après, ça dépend s'il voulait s'acheter. Après, moi, je trouve on peut quand même, peut-être pas tout lui rembourser, mais quand même, de quoi s'acheter au moins un petit peu, parce que c'est. C'est dur. Lui, il se disait, je vais m'acheter un truc, je vais me faire plaisir et tout. Et en plus, il avait déjà à l'esprit qu'est-ce qu'il voulait s'acheter. La déception, elle est grosse. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je trouve qu'il faut quand même un peu faut pas dire... un truc à mi-chemin. Même si... Après, on lui dit, bon, t'apprends à gérer, mais... Ok, je vais pas faire ça tout le temps, mais... quand même le faire, parce que, ok, on apprend à gérer, mais bon, faut être cool un peu. Ok, Daniel, toi, qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Au pain sec et à l'eau pour lui apprendre? Mais Elsa a raison. Ça dépend de la personne, ça dépend de la famille, du contexte, de l'enfant en question. Ça dépend de plein de trucs, quoi. Juste avant de passer la parole à Arié et à Valérie pour conclure, je vous raconte quand même une petite histoire personnelle. Quand j'étais jeune, ma mère m'avait acheté une petite gourde pour aller au centre aéré. Et on n'avait pas beaucoup de fric, donc la gourde, pour moi, c'était super important. J'avais ma gourde. Et puis, arrivé au centre aéré, il y a une petite fille qui me dit « Tu me prêtes ta gourde, j'ai soif ?» Et je l'ai passée, puis elle a disparu, elle s'est sauvée, il y avait la sonnerie. Et je rentre chez moi le soir, j'avais super les boules. D'abord, j'avais ma gourde, j'avais gardé 2 heures. Et ma mère me dit « Eh ben, puisque pour t'apprendre que c'est la responsabilité, eh ben, tant pis, on te rachète pas de gourde, tu boiras au robinet. » Et alors que j'avais voulu être sympa avec mon prochain, que c'était même pas un truc que j'avais perdu et tout. Et des fois, dans le choix des parents, de la façon de trancher, il y a beaucoup plus d'enjeux que ce qu'on croit, parce que je me suis senti coupable d'un truc où je n'étais pas coupable. C'est pour ça qu'elle a dit que ça dépend, quoi. Ouais, ça dépend effectivement pas mal du contexte. Arié, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette histoire? Moi, je pense qu'il faudrait laisser genre 3 jokers. On lui dit, Attention, il frappe fort. Genre, je te laisse 3 chances ou 2. Et après, si c'est toi qui es responsable entièrement, je te rembourse pas. Après aussi, si on perd une fois... Tu fais une question pour un champion. Quand on perd une fois, après... La question du public. Je sais que quand on perd une fois, je perds souvent des trucs, quand on perd une fois, et la fois d'après, on se dit... Si on reçoit après une autre somme d'argent, même si on s'est fait rembourser, à la fois d'après, on se dit, attends, la dernière fois, je l'ai perdu, et après, on est même des fois un peu trop, on est très anxieux. Tu dis qu'il y a déjà une punition dans le fait d'avoir perdu, d'avoir ressenti donc ça. Ça va pas changer le fait d'avoir senti ce vide et tout. Il faudrait pas en rajouter énormément. Le fait qu'on rembourse ou pas, ça va pas changer le fait que la fois d'après, on va se dire. Il n'y a pas besoin de la punition pour que le type fasse plus attention, se dise. Ça dépend. C'est pas la punition là en l'occurrence, mais déjà, moi je sais que quand tu perds quelque chose, le regard déjà de tes parents et tout, c'est quel. En plus, encore. Si on sait que déjà tu t'en prends plein la figure, des regards avec des allusions. On sait que déjà les parents pas doués, pas doués. Si déjà ils hésitaient à nous donner, alors on se dit si je perds encore une fois, ça va pas le faire. J'ai perdu un nombre incalculable de fois mes lunettes. Et mon père, tout le temps, il m'a remboursé. Et là, il m'a dit, ça y est. C'est bien, t'es arrivé à la limite des jokers. C'est ça. C'est pour ça que tu parlais des jokers. Tu l'as bien. Valérie, le mot de la fin, on va se séparer de nos invités. Pour moi, c'était une émission super sympa avec des jeunes, etc. Valérie, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est quand même embêtant, cette histoire de... L'histoire des mais ça aussi, c'est une occasion. Tout une occasion, en fait. Tout ce qui nous arrive, c'est des occasions de discuter avec nos enfants. Le mec revient, tu vois, il a perdu son truc. Génial, une occasion. Une occasion de plus. Viens, mon petit. Tu as perdu ton truc. C'est toi. On va te gérer. Elle ne gère pas que l'argent. Elle gère toutes les émotions. Bravo, t'as perdu. Tiens. C'est génial. C'est une occasion. 5 € si tu perds. C'est toi. Mon fils, on va discuter un peu. Sérieusement, c'est-à-dire que c'est vrai que quand nous, on peut dire ça tranquillou parce que c'est pas notre enfance, c'est pas nous qui devons débourser je sais pas combien de centaines de shekels parce que notre fille a perdu ses lunettes pour la 3e fois. Non, c'est sûr que quand ça nous arrive à nous, on est quand même un peu plus passionnés, enfin en tout cas un peu plus impliqués émotionnellement, et c'est beaucoup plus dur de se dire tiens, c'est une occasion, mais il faut quand même essayer quand il nous arrive un truc comme ça, je veux dire
Ben écoute, je voudrais d'abord, pour reprendre l'histoire que tu racontais à propos de la gourde, c'est d'abord demander à notre enfant, mais comment ça s'est passé? Et donc déjà, quand on sait que c'est parce que... On est très peu rentré dans le détail. Oui, non, mais bon, c'est vrai que c'était aussi... Je l'avais paumé, je l'avais paumé. Mais c'est vrai que c'est un peu se dire, bah oui, mais ok, comment tu l'as paumé, t'as pas fait attention. Aussi, ça peut être aussi des enfants qui sont un peu dans les vapes, quoi. Mais alors, évidemment, comment on leur apprend justement à être moins dans les vapes? Parce que c'est vrai qu'on va débourser 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis voilà, pour la 5e fois, ça fait beaucoup. Donc, mais c'est vrai que... C'est sûr que le gosse à qui on rembourse systématiquement les lunettes, il va même pas faire l'effort d'appeler des fois, il va dire, bon, ouais, ça va, je vais pas me reprendre le métro. De toute façon, l'autre, il va débourser. C'est bon, c'est pas d'angoisse. Donc c'est vrai aussi qu'il y a un travail à faire, nous, en tant que parents, et tout ce qu'on a dit, c'est tout à fait valable, ça dépend de l'enfant, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Mais c'est vrai aussi que quand quelque chose comme l'histoire du gamin qui a perdu les 200 shekels arrive, eh bien, c'est important de se dire, voilà, on a l'occasion de pouvoir discuter avec notre enfant de choses qui sont en rapport avec et de faire passer un message, des valeurs. Voilà. Nous, par exemple, ce qu'on fait au ZI, il y avait une habitude comme ça le vendredi de faire un cambar, c'est-à-dire une sorte de petit stand comme ça où on vend avant le Shabbat comme ça, où on vend avec l'argent de poche. Les enfants peuvent s'acheter avec leur argent de poche des boissons, des gâteaux, etc. Et je me souviens qu'il y avait un gros débat est-ce que ça valait le coup? Entre ceux qui voulaient le faire et ceux qui voulaient pas, parce que ça montre les inégalités, etc. Alors qu'au ZI, justement, on est dans la vie en commun, etc. Alors je prétends pas apporter de réponse, mais juste il y avait, pour ce qui est d'apporter des valeurs dans le fait de dépenser de l'argent, là, je me souviens qu'il y avait un gros débat où... Après, on prête aussi des fois. Oui, non, mais on prête, mais justement, celui qui prête, il a un peu un rapport de supériorité par rapport à celui qui demande, quoi. Donc, Valérie avait donc raison, l'argent est une bonne occasion pour parler avec son enfant, pour essayer de voir quelles sont exactement nos valeurs, quelles sont les choses qui se cachent derrière, comment on peut vivre en famille le mieux possible, le plus intelligemment possible. On pourrait parler encore des heures, on va peut-être rester encore après l'émission, mais là, l'émission touche à sa fin. Je dois remercier Arié, Elsa, Daniel et leurs parents d'ailleurs qui ont accepté de les envoyer. Et notre invitée du jour, Valérie Alphon, qui était super souriante et contente et qui nous a appris un tout petit peu à gérer notre argent. Je vous conseille d'aller à ses cours. Elle donne des conseils super importants pour gérer son budget. Elle est super appréciée. Et pour moi, c'est toujours un plaisir parce qu'elle rentre des éléments d'éducation. On parle souvent, d'ailleurs, on fait les salons en France ensemble de l'agence juive. Et j'espère qu'on se reverra très, très bientôt. Merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Merci à vous, les jeunes. Et à très bientôt sur Plein Lado. Bye bye. Merci. Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.